Pouvez-vous obtenir indemnisation si vous vous faites spoiler la fin de votre série préférée? Du point de vue du droit, on peut dire que dans cette situation, vous subissez un préjudice qui peut être d'ordre moral. Il existe différents types de préjudices différents, par exemple le préjudice esthétique est celui qui peut être reconnu à la suite d'un accident de la circulation lorsque vous avez été défiguré, mais il s'agit plutôt d'un préjudice corporel et non moral. Ces différents préjudices ne sont pas clairement écrits au sein d'une loi, c'est au juge qu'il appartient de consacrer l'existence d'un préjudice et d'en apprécier l'étendue. Autrement dit, et par extension, c'est à ce juge qu'il appartient de chiffrer l'indemnisation que vous recevrez, les dommages et intérêts que vous recevrez. Donc si vous faites un procès à quelqu'un parce qu'il vous a spoilé le devenir de Jon Snow et que vous avez un bon avocat qui mettra par exemple en avant le fait que vous étiez le plus grand fan de cette série et que depuis cet événement tragique, vous êtes devenu complètement dépressif, alors le juge pourra éventuellement décider de reconnaître un préjudice de spoil, pour parler vulgairement, car il l'intitulera sûrement différemment. À ce moment-là, le juge appréciera également l'étendue de ce préjudice de spoil et par extension l'indemnisation qui vous sera versée, le montant de l'indemnisation, le montant des dommages et intérêts qui vous seront versés. Mais bon, concrètement, qui est-ce qui ferait un procès pour ça? Par contre, on trouve de meilleures applications à un plus haut niveau. D'une part du côté des salariés et d'autre part du côté d'une entreprise qui serait en relation d'affaires avec l'entreprise productrice par exemple de la série télévisée. Concernant les salariés, qui sont-ils? Eh bien il peut s'agir des acteurs, des différents techniciens, scénaristes, etc. qui eux-mêmes ne doivent pas spoiler les spectateurs. D'une façon plus juridique, ils sont tenus à une obligation de confidentialité. Dans la pratique, des clauses de confidentialité seront insérées dans leur contrat de travail dans le but de les interdire de divulguer certaines informations jugées confidentielles. En cas de non-respect de l'obligation de confidentialité, l'employeur peut durant la durée du contrat de travail obtenir des dommages et intérêts de la part du salarié. De plus, l'obligation de confidentialité est une obligation de résultat, ce qui fait que même si le salarié n'a pas intentionnellement divulgué l'information, qu'il l'a fait par exemple par inadvertance ou par imprudence, il sera quand même tenu d'indemniser son employeur si celui-ci a subi un ou plusieurs préjudices. Par ailleurs, des sanctions spécifiques propres à l'entreprise peuvent être prises sur la base d'un règlement interne. Il peut par exemple s'agir d'un avertissement ou d'une mise à pied. Et ces sanctions découlent de l'engagement de ce qu'on appelle la responsabilité disciplinaire du salarié. Et comme vous vous en doutez, un manquement grave à une obligation de confidentialité peut conduire au licenciement. Enfin, une décision de justice de la Cour de cassation du 19 mars 2008 est venue admettre qu'une clause de confidentialité peut valablement se prolonger après la cessation du contrat de travail. Et cette décision prend tout son sens avec par exemple la série Game of Thrones. Vu la fréquence à laquelle les personnages meurent, imaginez si une fois leur travail terminé, les acteurs n'étaient plus tenus au secret. On connaîtrait déjà tous la fin de la série. D'ailleurs, au-delà des clauses de confidentialité, il existe d'autres solutions efficaces pour limiter les risques de spoil. La première consiste tout simplement à laisser les acteurs et autres salariés dans l'ignorance le plus longtemps possible quant au futur de la série. La seconde est quant à elle un peu plus procédurière. Elle consiste à insérer une clause pénale dans le contrat de travail. Cette clause pénale permettrait alors de définir un montant forfaitaire, c'est-à-dire une somme d'argent fixe qui devrait être versée par le salarié qui violerait l'obligation de confidentialité. Et si cette somme est fixée à plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros comme cela serait envisageable dans le cadre des grosses productions, même si certains acteurs doivent toucher bonbons, je pense que ça donne pas envie de spoiler quoi que ce soit. Et maintenant, au-delà des autres salariés, ce sont les autres entreprises travaillant de concert avec la société de production qui peuvent être tenues à une obligation de confidentialité. Il peut par exemple s'agir des sociétés de diffusion, les chaînes TV, mais aussi des journalistes qui visualiseraient la série ou le film avant sa sortie pour pouvoir émettre des critiques, ou encore des écoles de cinéma qui parfois visualisent également les séries ou films avant le grand public. D'ailleurs, c'est souvent grâce aux journalistes ou aux étudiants en école de cinéma qu'on a la possibilité de visualiser un film ou une série en streaming avant même qu'elle soit sortie au cinéma ou qu'elle ait été diffusée à la télévision. Enfin, grâce ou à cause de, tout dépend de quel côté on se place. En cas de violation d'une obligation de confidentialité, on en revient à la même solution que pour les salariés, c'est-à-dire le juge reste compétent pour préciser les différents préjudices subis et pour les chiffrer. Au-delà de l'indemnisation, il peut également y avoir des sanctions pénales. L'article 226-13 du Code pénal précise que la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, c'est-à-dire qui possède cette information, soit en raison de son état ou de sa profession ou encore en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie de 1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
A noter qu'il s'agit d'un montant d'amende et d'une durée de prison maximum. Le juge reste libre de condamner moins sévèrement. L'amende se distingue des dommages et intérêts puisqu'elle va dans les caisses de l'État, au nom de l'intérêt général, alors que les dommages et intérêts vont dans les poches des victimes en réparation du ou des préjudices subis. Et bien entendu, il est tout à fait possible de condamner une même personne aussi bien au civil pour indemniser la victime qu'au pénal pour préserver l'intérêt général. Pour conclure, actuellement, ce sont surtout les professionnels et non les particuliers qui risquent gros. Un particulier risque surtout de se faire pourrir par son entourage et de se faire cataloguer gros lourd de services en manque d'affection qui essaie d'attirer l'attention. Le 7 mars 2016, un article du Monde titré « Publicité dissimulée, première sanction contre les youtubeurs avant l'été ». On y apprend que la DGCCRF s'est intéressée au cas d'une dizaine de youtubeurs français en raison de leur placement de produits. Vous savez peut-être que la plupart des youtubeurs refusent de clairement préciser quand est-ce qu'ils effectuent un placement de produit ou non. Cela peut provenir du fait que certains internautes n'hésitent pas à être virulents dans leurs commentaires lorsqu'ils s'en aperçoivent, mais cela peut également provenir de consignes que les youtubeurs auraient reçues de la part du professionnel commercialisant le produit en question. Or, les articles L121-1 et suivants du Code de la consommation font état de pratiques commerciales trompeuses. Il est précisé qu'une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale, dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.